Bonsoir, on est le 6 juillet 2018 et en fait je suis de nouveau au grand potager et j'ai juste envie de partager une petite observation sur les abeilles en fait. Parce que bon, c'est un détail con, mais bon, tous ceux qui parlent de la disparition des abeilles et tout ça, je les entends jamais parler de ce détail alors qu'il est vachement important, quoi. Enfin bon, c'est évident que de mettre des pesticides, des nécotinoïdes et néocotinoïdes, si je me trompe pas, et d'autres poisons pour les abeilles dans les champs, c'est pas bien. Mais bon, il y a aussi l'autre aspect qui est quand même discuté sur internet, c'est aussi que les apiculteurs, ils ont tendance à piquer tout le miel que les abeilles en ruche se produisent. Et donc bon, bah, elles se produisent ça pour elles-mêmes. À la base, on devrait leur laisser tout jusqu'à la fin de l'hiver et leur prendre l'excès à la fin de l'hiver, quoi. Sinon, à la base, elles font le miel pour passer l'hiver, quoi. Enfin, c'est ce que toutes les abeilles ouvrières, que ce soit celles qui creusent dans le sol, ou celles qui creusent dans le bois, ou celles qui nichent dans les pierres, enfin il y a plein de variétés, ça c'est les abeilles solitaires. Et bah celles-là elles font toutes pareil, quoi. Elles passent leur temps à préparer, comme ce joli bourdon là, ils passent leur temps à préparer leur terre, enfin leur unique ruche qui est juste pour une abeille suivante. Et enfin pour leur propre descendance à eux, ils passent leur temps à collecter du pollen pour faire leur trou, mettre ce qu'il faut dedans pour l'hiver pour qu'elles ressortent l'année prochaine. Donc les abeilles en colonie, c'est exactement pareil, sauf qu'elles sont en groupe, et elles font ça pour un groupe. Et donc ce où je voulais en venir, en fait, c'est ce détail-là, quoi. C'est un truc dont on parle nulle part, et pour moi, il est vachement important, en fait, c'est qu'il y ait aussi, pour moi, c'est évident, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait des fleurs à toutes les saisons, parce qu'en soi, on a des plantes qui peuvent fleurir, bon, je sais pas, par exemple, bon là, c'est presque trop tôt, mais comment ça s'appelle, la perce-neige, c'est une fleur qui pousse en plein milieu de l'hiver, quoi, justement perce-neige, parce qu'elle perce la neige. Et après, il y a les premières, genre, en mars, il commence à y avoir, ah maintenant j'oublie le nom, là, la plante avec des fleurs toutes jaunes. Bah, je m'excuse, mais là le nom il me revient plus. Mais bon, il y a celle-là. Après, il commence à y avoir plein de fleurs dans les champs en avril. Et bon, après, en mai, juin, il y a des fleurs sur les arbres, les pommiers, les poiriers, pruniers. Dans le sud, je sais pas ce qu'il y a comme autre arbre. Bon, il n'y a pas tout. Mais après, justement, à ce moment-ci, par exemple, moi, ce que je vois, c'est nous dans le champ. Ici, on a quand même pas mal d'abeilles. Parce qu'on a plein de fleurs, quoi. Il y a les chardons en fleurs, il y a les oignons en fleurs. Enfin, pas que des abeilles, en fait. Bah, moi là j'ai laissé tous les trèfles en fleurs parce qu'il y en avait tellement et tellement de bourdons dessus que j'ai envie de laisser. Enfin je veux dire, il y a plein, il y a les carottes sauvages, il y a la menthe. La menthe, bon là c'est trop tard maintenant, mais la menthe c'est extrêmement mellifère, quoi. Enfin, c'est super pour les abeilles. Ici on a euh, ah, excusez-moi mais les noms ils me reviennent pas aujourd'hui. Un lavater. Oui, carottes sauvages, j'ai déjà dit. Enfin, il y a plein de fleurs dans le champ ici. Et ça, j'observe pas ça chez tout le monde en fait. À part quelques zones fleuries, je veux dire, pour les abeilles, je trouve que en juillet-août en général, tout est rasé. Il y a pas beaucoup de fleurs nulle part, quoi. Et alors que finalement, on a largement les moyens de planter des haies qui font des fleurs à ce moment, quoi. Et il y a encore, bon, ici il n'y en a pas pour exemple, et il n'y en a pas qui me viennent en tête, mais je sais qu'il y a plein d'arbustes qui peuvent encore fleurir maintenant. Il y en a même qui fleurissent en septembre, octobre, quoi. Donc ça, pour moi, c'est vachement important pour le problème des abeilles dont on parle, quoi. Il n'y a pas que les pesticides ou la façon dont elles sont traitées, il y a aussi le nombre de fleurs et la nourriture qu'elles ont à disposition au bon moment, quoi. Pourrait pas normalement. Si les choses étaient bien faites, toutes les abeilles devraient trouver de quoi aller chercher du pollen d'environ avril à octobre. Alors que ce que je vois de nos jours, c'est pas vraiment ça, quoi. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait plus de fleurs à cette époque que maintenant en fait. Les bords de route, justement, bon ça c'est à cause des pesticides, les bords de route, je me rappelle, il y avait des coquelicots qui traînaient pendant une grande partie de l'été, quoi. Il y avait ouais, il y a des restes de colza, bon ça il y en a toujours, mais bon le colza apparemment il attire pas grand chose. Mais bon je me rappelle qu'il y avait plus de plantes juste le long des routes par exemple, alors que maintenant il y en a beaucoup moins, bon ça c'est quand même important. Ah ouais ça c'est. Là ils s'amusent bien sur les poireaux, les fleurs de poireaux, je sais pas pourquoi, mais comparé aux oignons elles ont l'air d'intéresser
peut les intéresser beaucoup. D'ailleurs, il y a un papillon, justement. Il est en train de se reposer. Bon, à chaque fois, je viens trop tard pour vous montrer ça, mais les papillons, ils aiment bien. Et sinon, juste pour profiter, je voulais vous montrer, j'en avais vu avant, ces bêtes rouges, parce que on dirait vraiment une bête locale pour le panais, en fait. Je crois que c'était sur celle-ci qu'il y en avait pas mal. Parce que, ouais. Là, vous voyez, il y en a plein des insectes rouges. Là, ils sont tous en train de faire l'amour, en gros, quoi. Ils sont tous deux par deux. Ils profitent du panais, quoi. Apparemment, bon, eux, ils aiment bien aussi les carottes, mais bon, eux aussi, il n'y a pas de doute qu'eux, ils pollinisent. Mais bon, là, c'est vraiment la saison des amours, comme vous pouvez voir. Et ces insectes rouges, je les vois quasiment que sur les carottes ou sur les panais. Je les ai connus depuis que je laisse monter en graines ces deux plantes, quoi. Avant, je les avais déjà peut-être vu un peu, mais je les identifiais pas parce que je les voyais pas en grosse quantité. Alors que maintenant, je suis habitué à chaque année, j'en vois plein tout le temps, même au moment où les fleurs éclosent sur les panais, sur les carottes. Donc voilà, c'était juste pour parler un peu de ça, quoi. L'année prochaine? Enfin non. Je vais aller à la serre après, je vais vous montrer quelque chose. Donc à tout de suite. Ah oui, petit ajout. La consoude, en fait, c'est une plante super pour les abeilles, en fait, parce que là, celles-là, elles ont déjà été coupées. En fait, elles avaient fleuri il y a un mois et demi, et une fois qu'on les coupe, en fait, après qu'elles aient fleuri, en fait, nous, on attend qu'il n'y ait plus d'abeilles et de bourdons qui soient dessus, et on les coupe pour faire du purin ou pour utiliser comme mulch sur le sol. Et en fait, là, elles ont le temps de refaire une deuxième floraison. Et justement, ça, c'est un exemple d'une plante qui va faire sa floraison en septembre, il me semble, si je me rappelle bien. En tout cas, c'est après août, mais je sais plus exactement quand. Mais voilà, dans un mois et demi à peu près. Et celle-là, elle est vachement mellifère aussi. Elle est pleine de pollen, quoi. Quand c'est le moment, il y a plein d'abeilles ou de bourdons dessus. Mais bon, en fait, je continue parce que je connais pas malheureusement le nom des plantes, mais c'était pour continuer sur cette chose. C'est que en fait, ici, je me suis habitué, quoi, vu qu'on ne fauche jamais une grande partie du terrain. Et en fait, ici, c'est vraiment cyclique. C'est pour ça qu'il y a aussi ce déclic des abeilles qui m'est venu ça m'a semblé logique, mais bon, depuis peut-être 4-5 ans. Parce que je me suis habitué à voir ça ici, en fait. Parce qu'ici, on fauche jamais. En fait, vraiment, dans un terrain qui est jamais fauché et qui se porte bien aussi. En fait, justement, maintenant il y a ces plantes-là qui font des fleurs. Là-bas derrière, il y en a, ouais, il y a une autre variété, là, il y en a plein, mais je sais plus ce que c'est. Et en fait, c'est ça qui est dingue quand on laisse comme ça. En fait, celles-là, elles vont mourir. Après, quand ces deux-là meurent, il y en a tout le temps une suivante qui reviennent, quoi, et en grande quantité. Donc, du coup, en fait, sauvagement dans le champ, il y a tout le temps des fleurs, des plantes qui fleurissent à 3-4 semaines d'intervalle, donc en fait il y a tout le temps plein de fleurs, quoi, ici, et ça c'est vachement important. Et du coup je pensais aussi à des fleurs qui peuvent fleurir par exemple, ou des arbres, même il y a beaucoup d'arbres qui peuvent fleurir encore maintenant. Chez nous par exemple on a, ça s'appelle une amorpha, c'est une plante bon, elle a déjà fleuri il y a 2-4 semaines à peu près. Bon, c'est aussi un truc extrêmement plein de pollen pour les abeilles. Là, il y a une rose trémière. Celle-là, elle fleurit un bon bout de temps encore. Celle-là, je sais pas, mais c'est nouveau. Faut que je découvre. C'est nouveau cette année. Je sais pas. Mais bon, sinon, je pensais aux arbres. En fait, il y a le catalpa, je crois, qui est encore en train de fleurir maintenant, qui en fait quand même pas mal des fleurs, quoi, vraiment beaucoup. Il y a l'arbre à miel qui fait aussi, qui lui fera des fleurs dans un mois presque. Et justement, ça, je sais pas vous dire, mais quand on va chercher, en fait, on peut faire des haies. Et ici, en fait, c'est un de nos buts aussi dans ce terrain. C'est bon, on a des arbres locaux, quoi. Ça, la plupart, c'est des mirabelliers, des pruniers qui sont, bon, ils sont pas tous en train de reprendre, mais les grands là, c'est des gros rejets sauvages, quoi, qui feront les haies. Mais en fait, notre but dans les haies, c'est de mettre, justement, il y aura du sureau par exemple, pas robiniers, non, sorbiers des oiseleurs ou des sorbiers. Il y a les cornouillers au fond. Enfin, notre but, bon, pas que dans la haie, mais dans la haie quand même déjà et autour, c'est d'avoir des arbres justement qui vont fleurir à toutes les saisons. Comme ça, il y a tout le temps des fleurs et d'ailleurs des fruits aussi. Quasiment
8-9 mois dans l'année en fait, quoi, parce que les derniers fruits, enfin bah, justement il y a bon, les noix, les noisettes et tout, bon elles fleurissent mais leurs fruits ils tombent en octobre peut-être, enfin, ouais, donc et après il peut même y en avoir encore sur lesquels ça traîne un peu, enfin, bah, ça traîne au sol quoi, mais justement en gros il peut et après les pommes ça peut traîner sur l'arbre jusqu'en décembre certaines variétés, donc les poires ça sort un peu plus tôt, mais bon justement du coup c'est on peut avoir des haies où il y a des fleurs pendant d'avril à octobre au moins, et, aussi enfin, avec des fruits aussi environ de mai à décembre, quoi. Et en fait c'est énorme quoi, d'avoir des haies comme ça, et pour moi ça c'est vachement important. Enfin, la permaculture, je sais pas, quand je lis des trucs, ça semble logique, mais au final on le mentionne pas assez, quoi. Je trouve c'est d'avoir des plantes qui c'était en culture permanente, mais cette histoire de haies, d'avoir des plantes pollinisées, en fait, finalement, quand on fait de la vraie permaculture, on l'a sans s'en rendre compte, quoi, parce qu'on a des plantes qui fleurissent, enfin, on a des fruits à toutes les saisons, enfin, pas que des fruits, on a des légumes ou des plantes à manger à toutes les saisons possibles et le plus possible, quoi. Du coup, donc, on a des fleurs aussi à toutes les saisons possibles, mais en fait, on fait pas tout le temps le lien que ça veut dire justement qu'il y a des fleurs en permanence dans l'année presque, enfin, pendant toute de la fin de la fin de l'hiver à la fin de l'automne en fait. Donc voilà, il y a que 3 ou 4 mois où il n'y a pas de fleurs. Donc voilà, bon ben tout de suite. Ben voilà, là je suis à la serre et ben c'était juste pour vous montrer en fait ce que je voulais vous montrer, c'est cette installation. Parce que bon, les tomates tirent un peu la gueule, parce que ça fait que 2 jours que c'était là. Avant, elles s'étalaient toutes dans les allées, dans tous les sens. On a dû les rabattre plein de fois. Enfin, pas moi, mais enfin, moi j'étais parti, mais mes amis les ont rabattues plusieurs fois. Un peu, enfin, comme ils pouvaient, vu qu'il n'y avait pas de support. Donc, du coup, bon, bah, elles tirent un peu la mine maintenant qu'on les a mises debout. Mais comme vous voyez, elles poussent très bien. À l'arrière, bah, ça va être pareil, quoi, sauf que la structure n'est pas faite. Mais justement, en fait, je voulais vous montrer ça parce que à la base, si vous avez regardé mes premières vidéos, je parlais d'abord de mettre un grillage tout autour pour faire genre une tour à tomates, mais enfin en palissade à tomates, on va dire, quoi. Enfin en gros truc au lieu d'une tour qui fait 1 mètre, enfin ou 70 cm de diamètre, ben, un truc qui fait 5 mètres de long, non, qu'est-ce que je dis, 3 mètres de long, 1 mètre de large et 3 mètres de long, enfin. Hein. Et ben en fait, quand j'étais en Bretagne, j'ai vu ça chez un Julien qui se reconnaîtra peut-être en regardant la vidéo un jour. Et c'est 100 fois mieux en fait comme installation, quoi. Bon, comme vous voyez, on fait une grille à plusieurs étages. Du coup là en fait, on pourrait même en rajouter encore une autre, et comme ça permet de maintenir les tomates sans avoir de grillage autour qui empêche de pouvoir aller récolter les tomates. Et c'est évolutif, quoi. Je veux dire, s'il y a besoin de rajouter une tige dans n'importe quel sens, il y a moyen de la rajouter après, quoi. Il y a moyen d'ajouter, bah là, vous voyez, pour faire tenir un peu, on a dû mettre quelques ficelles pour le moment, parce que faut que les plantes se redressent, enfin, changent d'orientation, parce qu'elles allaient toutes vers le bas, elles étaient tordues comme ça, quoi. Il y en avait plein qui avaient ce genre d'orientation. Et là, à l'arrière, ça va être pareil. Bah, j'étais venu à la base aujourd'hui pour le faire, mais bon... j'ai la visseuse, j'ai enfin, les embouts et la mèche, mais j'ai pas les vis, donc je peux pas visser les planches, donc je viendrai se faire ça demain. Et j'étais venu se faire l'arrosage automatique, enfin terminé, bah, pareil, j'ai oublié le couteau pour couper les tubes, donc bon ben voilà, je ferai ça demain aussi. Et ben ça marche super, en fait on l'a installé il y a 2 jours, du coup ça fait un petit goutte à goutte tout sympathique. Hop, vous voyez, ça coule sous mes doigts là, en fait. Bon, bah, quand il est dans ce sens, en fait, il goûte beaucoup trop. Une fois qu'il est debout, il arrête de goûter comme ça. Quand il goûte beaucoup plus lentement. Et du coup, c'est juste parfait pour arroser en permanence. Donc, en fait, là, il y en a sur le côté là, il y en a sur l'autre côté, là-bas où il y a les aubergines. Mais les aubergines, au final, elles ont même pas l'air d'avoir besoin d'eau, quoi. Parce que même quand c'était pas moi, c'était mes amis qui étaient là quand j'étais pas là, même quand ils oubliaient de venir arroser, enfin quand ils pouvaient pas plutôt, les aubergines, les poivrons, en fait, les piments, ils se portaient bien avec très peu d'eau. Par contre, les tomates, elles tiraient un peu la gueule. Et du coup, ben maintenant il y a l'arrosage automatique ici, quoi. Et il manque celui du milieu. Celui que j'étais venu faire aujourd'hui, mais bon, je le ferai demain.
Mais bon, à la base, c'était de vous montrer ça en fait, parce que cette idée, c'est juste fantastique quoi. Pour si on a autant si on a même si on a juste un plant de tomates comme les gens ont déjà vu de faire des tours avec un grillage autour, finalement, cette idée-là, elle est beaucoup plus intelligente quoi. Moi, ce que j'imagine, bon bah vu que je l'ai découverte il y a pas très longtemps, et même j'ai pas moyen de le faire, mais j'imagine carrément qu'on peut imprimer avec une imprimante 3D ou quelque chose comme ça, un kit qui fait qu'on a en fait, moi ce que j'imagine pour le moment, mais ça peut être, je vous partage l'idée parce que ça peut être bien amélioré, je suis sûr. J'imagine genre qu'il y a des boules, enfin qu'on fasse des boules avec plein de trous, genre qu'il y en ait 8 dans un axe dans un axe comme ça autour de la boule, 8 dans un axe comme ça et 8 dans un axe, donc en fait ça fait 4. Enfin c'est bon bah si on a 8 comme ça et 8 comme ça, mais en fait il y en a 4 qui sont, enfin il y en a deux qui sont pareils enfin qui se croisent et pareil dans l'autre sens. Bon, en fait, ça fait 6 quoi, exactement. Bon, en fait, mais bon, des boules où on peut mettre des tiges, mais il faut quand même que ce soit solide, quoi. Des tiges, parce que la structure, à terme, quand les tomates pousseront, il y aura facilement des dizaines et des dizaines de kilos, voire peut-être même une centaine de kilos de poids par-dessus, surtout selon les tomates qu'on met. Donc, du coup, des, c'est pas des bouts d'angle, mais en fait des coins ni des coins, mais des zones en fait qu'on peut mettre comme coins dans lesquels on peut planter des tiges, attacher un autre nœud rond, planter une autre tige, attacher un autre nœud rond, planter une autre tige. Et en fait, vu qu'il y a plein d'autres trous, et bah, quand il y a besoin de rajouter des supports en travers ou quoi, on pourrait planter d'autres tiges à travers et faire tout un maillage comme ça, montable, démontable, modifiable selon l'évolution de la plante, quoi. Donc bon. Pour le moment, une version très basique, statique, qui bouge pas comme ça, mais l'idée elle est franchement super quoi, de pouvoir imaginer si on pouvait rajouter, si besoin, là si par exemple celle-là elle commençait à pousser, elle tombait par là, si besoin mettre une tige comme ça par exemple, ou mettre une tige comme ça en plein milieu, ou en mettre une comme ça pour selon les besoins quoi. Bon bah c'est faisable maintenant, mais bon elles sont toutes vissées donc à la fin ça va quand même prendre plus de temps à défaire que si c'était tout un kit avec des tiges de la même taille, enfin avec deux ou trois tailles différentes pour les longueurs là, ou les longueurs en angle, ou les longueurs en hauteur. Mais bon voilà quoi, enfin c'est comme ça vous pouvez voir l'idée vue de dessus. Franchement c'est super d'avoir ce quadrillage. Et bon bah ici il va venir quoi, du coup bah, toutes les tomates allaient chercher la lumière, le soleil il vient comme ça, la journée, enfin le nord est derrière la caméra plus ou moins. Et donc, bah oui, toutes les tomates en fait ici, elles sont la première est plantée là, mais elle s'étalait déjà toutes ici, donc il a fallu les rabattre. Pour les rabattre, il a fallu les mettre sur le côté, et du coup elles sont toutes allées vers la lumière. Donc maintenant, il va falloir les relever petit à petit pour que aussi elles prennent. Et là, en fait, je peux pas trop forcer parce que les bouts de bois, je peux pas les attacher. Donc voilà. Bah, comme vous voyez, ça pousse très bien, quoi. Ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est mon pote qui a fait des ananas chez lui. Et en fait, on plante, donc quand on a un ananas, on coupe, enfin la partie du haut, ben, c'est la plante en fait. Donc il n'y a qu'à couper, la mettre en terre et elle reprend. Et ça, c'est des ananas de cette année. Ça, c'est un ananas qui a déjà 1 an, donc il l'a ramené ici pour voir s'il va faire des ananas, quoi. Apparemment, moi j'ai encore jamais eu la plante, mais il m'a dit qu'il commence à y avoir des tiges comme ça après qui sortent. Et les ananas qui poussent sur les tiges. Donc bon, à voir. Après, je me demande s'il y a assez de terre pour des ananas. Mais bon, bah. Sinon, comme vous voyez, ça se passe bien. Bon, bah. Je sais pas pourquoi mon ami a fait ça, là, des betteraves en bac. Bon, enfin, soit. Et il reste encore quelques tomates. Et sinon, les basiliques, ils ont tous été enlevés parce que ça servait à rien de les laisser ici. Il y a des poivrons, piments de partout en fait. Et les aubergines au fond. Et comme vous voyez, là, elles font peut-être déjà 80 cm à partir du sol qui s'est enfoncé par rapport à ça. Ouais, 80 cm à peu près. Alors que dehors, elles ont, enfin, on en avait qu'on nous avait donné qui étaient plus précoces. Et pour le moment, elles sont toujours comme ça, quoi. La température, c'est un truc de dingue avec les aubergines. Ça pousse dans le sec. Plus il fait chaud, mieux elles se portent, quoi. Quand il faisait 40 degrés ici, on venait voir celle-là. Elle était contente, alors que toutes les autres tomates, toutes les autres plantes, poivrons y compris, quand même, ils sont un peu flétris, ils ont du mal à supporter, quoi. Il fait super chaud, quoi. Donc voilà. Bah, à une prochaine. Salut!
Oui, ben, je rajoute encore un truc, c'est parce que c'était juste pour ceux qui voient mes vidéos pour la première fois, en fait, je sais très bien que dans les serres normales, en fait, le principe c'est d'attacher un fil tout le long qui vient du plafond pour tenir la plante. Mais dans cette méthode, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les serres, ils coupent les gourmands, quoi. Moi, j'aime pas ce nom parce que c'est pas des gourmands, mais ils les coupent, donc du coup, ils tiennent une tige centrale. Alors que nous ici on coupe rien du tout, la plante se développe comme se développe, donc en fait c'est pas des gourmands. Un gourmand ça avait juste une autre tige qui va produire d'autres tomates. Moi j'ai déjà observé, ça empêche en rien les autres tomates de se développer aussi grosses qu'avant et les suivantes. En fait, et les suivantes de continuer, qu'en fait ça fait plus de feuilles à la plante pour aider à développer celles d'en dessous et les suivantes. La seule truc c'est que bon, quand on approche la fin de la saison en septembre, et ben, oui, bon, ici en septembre, quoi, enfin dans d'autres régions c'est quand même plus tard. Ben, enfin, on va dire, oui, bon, ben, j'utilise le nom les gourmands, mais bon, enfin, les dernières, un tige interstice, et ben, elles ont fait des nouvelles fleurs avec des tomates vertes qui mûriront jamais. Donc à ce moment-là, on peut les couper si on veut pour que la plante ne se concentre pas à les faire mûrir, parce que normalement, elle y arrivera très, très peu, surtout si c'est des variétés de grosses tomates. Mais bon, en soi, moi j'ai déjà remarqué que même si on les laisse, en fait, elles restent vertes, elles arrêtent de se développer, mais la plante n'arrête pas de développer les autres pour autant, quoi, celles qui étaient déjà plus mûres en dessous. Et oui, en fait, je voulais juste dire, cette méthode elle est pratique quand on fait comme nous, quoi. C'est-à-dire quand on a des tomates qu'on laisse se développer dans tous les sens. Parce que si on n'arrête pas de couper les gourmands et de la tirer vers le haut avec une tige centrale, bon, bah, une ficelle qui pend, enfin un gros fil plutôt qui pend du plafond ou un tuteur central, c'est bien quoi, il n'y a qu'à l'attacher au fur et à mesure qu'elle monte. Mais nous en fait, vu qu'il y a tous les gourmands qui se développent, bah, il y a de plus en plus de tiges. Et du coup, une structure comme ça, c'est beaucoup plus intelligent pour cette façon de faire. Parce que là, du coup, quand il y a une nouvelle tige qui commence à partir, on va dire comme celle-là, comme celle-là, là qui est encore assez jeune, bah, au fur et à mesure qu'elle va grandir et faire un prochain gourmand par là, bah, on peut les bouger, les déplacer un par un et rajouter quoi. Donc cette structure est très pratique pour ça. Et si on fait ça, la façon de faire normale de production avec un fil qui pend du plafond, c'est impossible quoi. Donc cette méthode elle est vachement pratique pour si on laisse les tomates se développer entièrement sans rien couper. Donc voilà.